Une nécessité de quitter la maison parce que je revendrai la ferme. Je ne sais pas ce que ce sera, sous quelle forme, mais alors qu'avant j'étais quand même très famille, et puis j'ai transformé ça en quelque chose d'humain, voilà. Et donc ça sera pas forcément de la famille, mais ça sera de l'humain. C'est un parcours, la transmission, qui peut être plus compliqué. Mais c'est un des enjeux, c'est un des enjeux d'accompagner au maximum ces cédants, c'est ce que veut là. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile de vendre aux voisins. T'as juste un chèque, tu mets un prix, le gars il te fait un chèque, et puis du lendemain tu te barres et c'est ton voisin qui va récupérer et qui va vendre sa ferme. C'est beaucoup plus facile pour un cédant. Pour nous, c'était impensable que ça aille à l'agrandissement. Ça n'avait aucun sens, puisque nous, on pouvait vivre sur la ferme. On a élevé nos enfants, on avait 4 enfants. Épisode 5. Le pouvoir du cédant. Épisode 5. Il me semble que notre aventure touche bientôt à sa fin. Pour ma part, j'espère vous retrouver aussi assidu et intéressé que vous l'avez été lors de l'écoute des épisodes précédents. Et vous l'avez été. Aucun doute. Bon, trêve de bavardage. Entrons dans le vif du sujet. Transmettre la ferme. Ça ressemble à une idée basique. À une évidence, à une formalité, non ? On vous gâche le suspense, ça ne l'est pas du tout. Comment, pour combien, quoi, quand, à qui ? Pour un agri en fin de carrière, en arriver à ces nombreuses questions, c'est déjà accepter l'arrêt de l'activité, et plus encore, accepter de céder la ferme, ce lieu aux multiples facettes, chargé de l'histoire du travail d'une vie, voire de plusieurs. Dans cet épisode, nous aimerions vous parler de ce qui se passe à la fin d'une carrière agricole. Du plus évident, la transmission au sein de la famille, à ce que nous pensons être la plus complexe, la transmission à une autre personne, hors du cadre familial. Nous voulons aussi répondre à cette question. Que devient la ferme si personne ne la reprend ? Et quelle est la place du cédant dans tout ça ? Partie 1. Priorité à la famille. Aujourd'hui encore, 60% des installations se font sur la ferme familiale. Pour les cédants, c'est souvent le choix numéro 1, car transmettre la ferme aux enfants permet de conserver un patrimoine familial et un capital commun. La transmission familiale est très souvent progressive, d'abord parce qu'elle commence très tôt. Notre futur repreneur ou notre future repreneuse a grandi à la ferme et a bénéficié d'une immersion complète dans le milieu agricole. S'installer dans la ferme familiale présente un avantage réel, celui d'avoir une longueur d'avance en termes d'accès au foncier, d'intégration sur le territoire, et vis-à-vis des savoir-faire agricoles aussi bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Ça m'a permis de gagner du temps sur les modèles de production que j'ai choisis, sur la partie élevage. Aurélien Castel, éleveur de vaches allaitantes, installé sur la ferme familiale. Ça m'a surtout permis d'accéder aux moyens, aux ressources disponibles, donc le foncier, le bâti, le matériel. Déjà, tu accèdes à tout ça. Et en plus, au côté partage de tout ça. Le bâti, le foncier est déjà là. J'en reprends une partie, il y a une partie qu'on partage, il y a une partie qu'on peut investir ensemble. Donc ça, tu gagnes énormément de temps. Comment est-ce que c'est plus facile de transmettre à quelqu'un de la famille un point de vue financier ? Moi j'ai eu des grosses facilités. Baptiste Mercier, éleveur de vaches laitières, lui aussi installé sur la ferme familiale.
Donc finalement, j'avais acheté donc la moitié du capital de la ferme à mon installation, puis 5 ans après, il a fallu racheter la deuxième moitié du capital, ce qui n'était pas prévu. Et donc, ce qui fait que c'est toujours pas fini de payer. Vu que c'est mon père, on a fait un prêt familial, en gros. Celui, il n'avait pas besoin de l'argent. Dans les statuts, il fallait que je sois propriétaire des parts sociales. Mais lui, il n'avait pas forcément besoin du cash. Donc, en fait, il m'a fait un prêt familial pour que je puisse lui payer ses parts. Et en gros, je lui dois un remboursement de prêt à taux zéro qu'on s'est fait entre nous, qui est enregistré, mais voilà, c'est un prêt familial. Et tous les mois, tu lui verses une partie. Bah, du coup, même pas. Là, il est resté en stand-by. C'était un prêt de 60 000 euros à ce moment-là. Et en fait, j'en ai remboursé 10 000 euros à un moment donné où j'avais de la trésorerie d'avance. Okay. Et puis là, il reste 50 000 euros qu'on remboursera un jour, ce qui a facilité quand même la reprise de la deuxième partie du capital de la ferme. Sinon, il aurait fallu que j'emprunte plus, ça l'aurait fait, mais j'aurais probablement pas autant de salariés aujourd'hui. On serait moins nombreux sur la ferme. Donc il y a cet aspect-là, et après il y a tout l'aspect propriété des terres. C'est que en fait là, au jour d'aujourd'hui, on exploite 140 hectares. Au départ, on était très peu propriétaires, beaucoup locataires, et en fait petit à petit, les propriétaires ils vendent leurs terres. Et donc on est obligé de les acheter si on veut continuer de les exploiter. Et là, moi, j'aurais jamais pu acheter de la terre. Et donc en fait, vu que j'ai donné de l'argent à mon père pour l'installation, lui, il a réinvesti cet argent-là dans la terre. Donc en fait, avec l'argent de l'installation, il s'est positionné en tant qu'apporteur de capitaux pour l'achat de foncier. Et donc, depuis que je me suis installé, il a dû acheter au moins 30 hectares de terre que des propriétaires ont vendu au coup par coup et qu'il a fallu acheter en fait, mais que moi s'il avait fallu que j'achète, là, du coup j'aurais été couvert d'emprunt aussi, et donc c'est pareil, j'aurais été couvert d'emprunt, donc j'aurais eu moitié moins de salariés, j'aurais bossé comme un taré et j'aurais pas la même qualité de vie, quoi. Puis même sur toute la connaissance, toute la subtilité des parcelles, oui, toute la connaissance du domaine, c'est hyper important. Enfin, du coup, lui connaît les terres depuis longtemps, il sait les particularités de chaque parcelle. Et quelqu'un qui reprend en cadre familial, le temps que lui, même si le cédant est sympa et qu'il discute, je pense qu'il n'y a pas toute cette transmission-là. Et du coup, on perd. Le repreneur, il perd du temps, le temps d'apprendre à connaître un peu toutes les subtilités de cette nouvelle ferme. Ça, de ce côté-là, c'est un super avantage aussi. En plus du bagage agricole dont on parlait juste avant, on voit bien que ce cadre familial est avantageux. On hérite d'une partie de la ferme, et on peut s'arranger pour diminuer le coût de ce qui reste. Cela rend possible la reprise d'un outil de production, mais aussi des habitations, des lieux de vie qui vont avec, surtout dans les fermes familiales dites historiques, où des générations se sont succédées, où le bâti s'est agrandi et modernisé, et où un capital chaque fois plus important s'est accumulé au cours des générations. Mais même avant de parler de coûts, c'est l'accès à une ferme qui est rendu possible dans certains cas. Il y a des zones où on ne peut pas s'installer sans y avoir de la famille pour des raisons toutes simples de disponibilité des terres. C'est le cas des plaines céréalières, comme la Limagne ou la plaine de Caen qu'on a pu traverser à vélo. Là-bas, il est quasiment impossible de trouver des terres à louer. Peu de terres sont mises en vente, car les exploitations sont très rentables et donc très pérennes dans le temps. Mais quand bien même des terres seraient mises en vente, leur prix bien souvent exorbitant en plaine céréalière ne les rendrait accessibles qu'aux voisins céréaliers. Donc non. Ici, on ne s'installe pas, ou du moins quasiment pas, hors du cadre familial. En plus de ça, on a observé une priorité absolue, pour les cédants, de transmettre à la famille. Ça passe avant tout autre scénario. Souvent d'ailleurs, les agriculteurs choisissent de continuer leur activité au-delà de l'âge de la retraite, en attendant que les enfants soient en âge de dire s'ils veulent ou non reprendre la ferme. Le risque, ici, c'est de ne pas se projeter dans autre chose, et d'être pris au dépourvu, et de n'avoir personne pour reprendre la ferme au moment de la retraite. C'est ce qui arrive dans de nombreux cas. Parce qu'en fait, au moment de la retraite, leurs enfants, ils ont 17 ans. Émilie Drier, chargée de mission transmission au sein de l'association Bio en Normandie. Et du coup, 17 ans, ou même 15 ans, c'est trop jeune pour savoir si on veut reprendre la ferme ou pas. Et donc, il y en a, j'ai même eu un agriculteur, du coup, lui, il est grand-père, c'est sa petite fille qui
passait le brevet des collèges cette année, là. Donc il me dit, bah oui, je pense à la transmission, là. Lui, il avait, je sais plus, il avait déjà presque 70 ans. Et du coup, il continuait la ferme et il me parle de sa petite fille qui est en 3e. Je lui dis, ah oui, donc c'est pas prêt d'arrêter en fait. Mais du coup, pour certains, tant qu'il y a la possibilité qu'il y ait un repreneur dans la famille, eh ben, ils ne peuvent pas se projeter sur autre chose parce qu'il y a toujours la priorité sur la famille. Si les cédants n'arrivent pas à se projeter, il y a donc un enjeu fondamental dans l'accompagnement. Des structures assurent ce rôle et proposent d'accompagner la réflexion autour de la transmission. C'est ce que fait Bio en Normandie, qui nous explique la mise en place de différents scénarios avec les cédants. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à faire plusieurs scénarios, en fait. L'idée de l'accompagnement, c'est aussi imaginer plusieurs scénarios. Donc, scénario A, ta transmission idéale, un peu. Scénario B, ta transmission un peu moins idéale. Tu transmets que la moitié de la ferme. Ou alors, t'étais en bovin lait, toi, t'aimerais vraiment bien que ça reste en lait parce que ton troupeau, tu l'adores et tout ça, et tu voudrais qu'il soit transmis. T'as bossé 30 ans sur la génétique de ton troupeau, c'est pas pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour mettre des chèvres quoi, à la place, ça peut être difficile à avaler, mais en même temps, du coup ça peut être le scénario B quoi. Ça dépend des objectifs du cédant en fait, l'idée c'est d'identifier un peu ses objectifs, ses priorités. Moi je veux surtout que ça reste une ferme d'élevage, je veux que ça reste en bio, ça c'est souvent un critère prioritaire, pas toujours, hein, mais chez les agriculteurs bio. Et pareil, il y en a qui disent en fait, pourquoi je déciderais ce que va faire le repreneur, c'est pas à moi de dire ce qu'il va faire. Il y en a qui sont dans cette optique-là, il y en a qui disent mais je préfère mourir sur ma ferme plutôt que ça reparte en conventionnel, je vais tout boiser et puis je l'ai souvent quand même. Après, je sais pas s'il passe à l'acte, mais ouais, quasi. Ce travail d'accompagnement est celui des structures agricoles. Mais elles manquent de moyens pour contacter et construire un projet de transmission avec tous les cédants. Il y en a donc beaucoup qui restent à la marge de ces réflexions. Mais alors, que se passe-t-il si personne de la famille ne veut reprendre la ferme familiale ? Partie 2. Nouveau scénario, la reprise par un tiers. Gabriel, on est en train d'enregistrer. Couperait ça, hein? On va couper plein de trucs, t'inquiète. Vendre à quelqu'un hors de la famille, pour que la ferme à laquelle on a consacré tant de temps et d'énergie continue d'exister. Ça semble être une bonne idée, non ? On a déjà vu dans l'épisode 3 que ce n'était pas si simple. Il y a une certaine inadéquation entre ce qu'une partie de la nouvelle génération agricole cherche et ce que les cédants proposent. Mais maintenant, on va voir un peu plus en détail ce qui se joue pour le cédant. Qu'ils cherchent à vendre à un tiers ou à leurs enfants, le rôle des cédants est déterminant. Elle ou lui seul a le pouvoir de décider ce qu'il adviendra de sa ferme, de son cheptel, de ses terres et de ses bâtiments. Durant notre voyage, c'est ce que nous avons décidé d'appeler le pouvoir du cédant. Pour quelqu'un qui cède son exploitation, la transmission n'est pas seulement une transaction matérielle et économique, c'est aussi un engagement moral et une éthique. C'est ce que nous expliquent Anne-Marie et Jean-Marie à la ferme des Hauts-d'Escures dans une discussion à 4 avec Stéphane et Alex qui ont repris leur ferme. Mais bon, par rapport à ta question, pour nous, c'était impensable que ça aille à l'agrandissement. Ça n'avait aucun sens, puisque nous, on pouvait vivre sur la ferme. On a élevé nos enfants, on avait 4 enfants. Et ben, c'était important au moins, on n'allait pas laisser passer ça. On avait investi, parce que passer en bio, à l'époque où on l'a passé, il fallait en vouloir. Hein, on n'y avait pas tout le monde à nous cautionner, même pas ma famille. C'est pas facile, donc c'était important quand on avait des gens qui étaient d'accord avec nous de partir, continuer. Pour nous, c'était important d'avoir remis ce terrain-là. Ouais, Puis peut-être c'est ça que je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, on transmet
parce que justement, c'est une opportunité, parce que nous, on commence déjà à cogiter sur la transmission, parce que moi j'ai 54 ans, ça se prépare à l'avance, etc. Et en fait, il y a un lieu qui va te transmettre quand même, et un lieu qui est en bio depuis les années 80 et quelques, et où on a aussi, nous, pendant notre temps, planté, etc., entretenu, essayer de ne pas dégrader cet environnement, en tout cas. Et du coup, on espère bien que ça va pouvoir continuer après et que ça ne va pas être détruit, quoi, en fait. Donc, c'est ça, puis c'est aussi le travail, on a les débouchés, tout ça. C'est ça, et en plus, ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis il y a aussi, je pense aussi, toi, Anne-Marie, tu t'es beaucoup battue pour l'école de Saint-Jean. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'était important aussi pour vous, le fait que ce soit des familles avec enfants, faire vivre l'école, il y avait tout ce côté... Et ça reste. Oui. Donc je pense que ça aussi, c'est rentré dans la... Nous, on aimerait bien aussi que cette école, elle continue. Si c'était des gens avec des enfants, ce serait super. Ça marche, hein. Nous, on est contents à la ferme d'Escure, il y a 2 jeunes qui vont démarrer. Ah ouais. C'est génial. La volonté de transmettre, c'est la première étape. Sûrement la plus déterminante dans la démarche, mais le chemin à parcourir reste long. L'idée de la transmission se révèle beaucoup plus complexe qu'une simple vente. C'est ce que nous explique Aurélien Desplat de l'association Alterfix. Moi j'avais une question. Tout à l'heure tu disais que c'était plutôt les cédants qui étaient pas forcément, les cédants et les cédantes qui étaient pas forcément prêts pour transmettre. Et du coup en quoi ils seraient pas prêts? C'est quoi qui les freinerait, tu penses? En fait, parler de la transmission d'une ferme, c'est de l'ordre de l'intime pour des cédants. C'est un peu comme parler de sa marque favorite de sous-vêtements, quoi. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont pas prêts. Ils ont souvent envie de transmettre la ferme. Voilà, c'est tout. C'est une idée un peu vague, mais on va transmettre la ferme. Et ils se rendent pas compte toujours que des personnes non issues du milieu agricole, ça a quand même vachement besoin d'être accompagné. Ça c'est pas bricolé, ça c'est pas ou tout du moins pas aussi facilement qu'une personne qui a grandi dans une ferme. Et en fait, il y a plein de choses qui sont évidentes pour des personnes qui sont agriculteurs depuis 40 ans, qui ne le sont pas du tout pour des personnes qui découvrent le métier. C'est violent, en fait, pour une personne, pour un agriculteur, de se dire qu'en fait, l'outil de production qu'il a bon an, mal an tenu, amélioré, sera peut-être complètement changé et modifié. Et en fait, c'est pas des questions qui sont toujours très agréables à se poser, ou un sujet qui est facile en fait à traiter. Et donc du coup, j'ai l'impression que c'est plus un sujet d'évitement. Ils vont trouver quelqu'un et ils vont se dire cette personne elle est pas prête. Mais en fait, cette personne ne sera jamais prête si le cédant ne l'est pas non plus. Et en fait, les cédants et porteurs de projets doivent évoluer ensemble. Et pour ça, il faut pouvoir créer le cadre de confiance, la culture commune, etc. Ce qu'Aurélien nous dit dans le fond, c'est que la transmission d'une ferme, et encore plus une transmission à quelqu'un qui n'est pas de la famille, ça s'anticipe. Et pour que cette ferme soit reprenable, il y a quelques questions à se poser plusieurs années en amont. Combien coûte ma ferme ? Et qui va pouvoir reprendre avec cette somme à aligner ? Et pour y faire quoi, au final ? Nous, quelle est notre réflexion, enfin, qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter la transmission ? C'est justement la non-spécialisation en fait, de la ferme. Alex et Stéphane de la ferme des Hauts-d'Escures. Ça, c'est important, ça. Du coup, pour nous, je pense que... Parce que la ferme, moi je disais tout à l'heure, on va céder, on va essayer de transmettre à un lieu. Parce qu'après, sur la ferme, s'ils veulent, les suivants ne veulent pas faire de volaille, soit ils font pas de volaille, et puis à la limite, c'est pas dramatique, quoi. Bon, ça fera plus de mal. Les consommateurs vont être tristes parce qu'ils n'auront plus les volailles à manger d'ici, mais il y aura peut-être autre chose, et puis c'est tout. Mais en tout cas, on aura transmis un lieu
vivant, quoi, en tout cas. Enfin, voilà, où il y a encore de la biodiversité, où il y a des capacités de faire des choses sans se plomber à l'investissement au départ. L'investissement n'est pas super lourd, voilà. que ça puisse être changé. Et adaptable, quoi, ça. du coup, c'est ça. Ouais. Donc on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est important, parce que tu as des gros machins. Oui. Après, il faut continuer à... Voilà, il faut rembourser, il faut passer son temps à rembourser. Voilà. Mais bon, ça, c'est quand même inquiétant par rapport au maillage agricole. Bah oui, c'est clair. C'est hyper inquiétant. Oui. Moi, ça m'inquiète. Hein. Réduire les investissements sur la ferme pour en baisser le coût. Ne pas trop la spécialiser, pour la rendre facilement adaptable. Ce sont de vrais leviers pour faciliter les reprises. Mais malheureusement, les grandes dynamiques à l'œuvre dont on vous a parlé dans l'épisode 1 ne poussent pas vraiment dans ce sens. Donc oui, c'est assez inquiétant. Parce qu'en plus de tout ça, il faut garder en tête la chose suivante. Pour des cédants, transmettre à des hors-cadres familiaux, c'est souvent perdre de l'argent. Il y a grosso modo 2 façons d'estimer la valeur d'une ferme. La valeur patrimoniale, c'est l'ensemble de tous les biens vendus séparément, et la valeur économique, qui est liée au chiffre d'affaires que la ferme est capable de réaliser. C'est ça qui détermine si la ferme est reprenable. Un chiffre d'affaires suffisant permettra aux repreneurs de rembourser les emprunts qu'ils auront faits pour acheter la ferme. Donc cette valeur économique est souvent plus faible que la valeur patrimoniale. Le problème, c'est que bien souvent, dans les négociations sur le prix de la ferme, les cédants se basent sur la valeur patrimoniale pour la vendre plus cher. Alors que les personnes qui reprennent la ferme se basent plutôt sur la valeur économique, bien sûr, qui sera moins élevée pour eux. Ça dépend si on la négocie avec une valeur économique ou une valeur patrimoniale. Jean-Yves Heurtin, agriculteur et président de la Chambre d'agriculture du Calvados. C'est tout simple. Si c'est une valeur patrimoniale, c'est clair que quelqu'un hors cadre familial, à moins que il ait une famille bien dotée, on va dire ça comme ça, qui a bien réussi dans d'autres domaines d'activité. Mais sinon, c'est clair qu'un outil comme ça, ça serait compliqué. Hors cadre familial, si elle n'est pas négociée à la valeur économique. Vendre en se rapprochant de la valeur économique, c'est un choix engagé. Mais on trouve ça compliqué de reprocher aux cédants de vouloir tirer la couette de leur côté. La vente, c'est pour eux le moment de capitaliser sur une carrière avec de faibles revenus. Beaucoup ne comptent pas sur les pensions de retraite pour ça, puisque celles-ci s'élèvent en moyenne à 900 € par mois. Bon, on espère ne pas vous avoir trop perdu dans cette partie. Et on vous propose une petite pause musicale avant d'aborder la question du devenir des fermes non reprises. Ah non mais je m'attendais tellement pas à ça. C'est speedrun 40 ça. Speedrun 40. Bon Manon, notre secret a été découvert, qu'on voulait faire une semaine vegan. Je l'ai laissé sortir. Mais le but c'était que vous en rendiez pas compte en fait. Genre que ce soit tellement bon que vous vous en rendiez pas compte. Ouais, ça en compte très très vite. On mange du fromage tous les jours, comment tu veux qu'on s'en rende pas compte? Du coup, quel est votre avis sur cette question? Mais c'est une idée à la con, Non, on est contre. Ouais. Non. Regarde-moi ça, même Mathéo se barre. Quoi, non, on est venu en Normandie pour la route des fromages. On est pas venu pour la route des concombres là. Mais les gars, on va arriver dans le bocage virois. Les gens ils vont nous offrir à bouffer, on va être là, non, on est en semaine vegan, mais là. On va manger d'herbe, c'est ça? Mais non! Sans lui, c'est fini. Partie 3. Le démantèlement comme dernière option. On a fait part de notre réflexion sur le pouvoir du cédant au chercheur Philippe Janot. On lui demande pourquoi cette volonté de transmettre n'est pas partagée par tout le monde. Les cédants, ils sont démunis et ils veulent essayer de... Donc, qu'est-ce qu'ils font? À partir du moment où, en face de vous, vous n'avez plus le candidat qui est votre semblable,
qui va mettre les pieds dans vos pantoufles, qui va ensuite faire sa vie, mais faire évoluer tout le bazar. À partir du moment où vous sentez pas que vous avez ces gens-là en face de vous, soit parce que ils ont pas les capacités à reprendre votre exploitation à une valeur qui est parfois importante, hein. Soit parce que vous sentez pas leur projet, soit parce que en face, ben voilà, ils veulent juste quelques facteurs de production pour mener leur projet individuel et pas collectif. Ça part à l'agrandissement, hein. Voilà. Le voisin, les voisins, ils veulent s'agrandir, eux, je suis aux portes des voisins et voilà, tant pis, je réaliserai pas la vente du bâtiment comme je veux, mais finalement, ils reprendront peut-être quand même un bâtiment pour stocker du matériel et puis ils me reprendront des vaches et puis ils me reprendront des hectares et puis j'arriverai à bien le vendre parce que eux, ils sont installés, ils ont les moyens d'investir dans de la terre, dans un peu de matériel, des vaches. C'est surtout la terre qui va les intéresser. Dans ce cas, on se demande ce qu'il se passe lors de la vente de la ferme à ses voisins. Nicolas Sonnen nous raconte l'expérience de ses parents qui ont vendu la ferme familiale. La ferme de vos parents, du coup, quand ils sont partis à la retraite, elle s'est arrêtée parce que aucun d'entre vous voulait reprendre, ouais, c'est ça? C'est ça. On était quatre enfants, 3 filles et un gars. Et nos parents avaient une exploitation mixte vache allaitante céréales. Et ils en ont bavé toute leur vie, mais après voilà, toute leur vie, et ils ont tout fait pour pas qu'on reprenne. Et l'ensemble, en fin de compte, l'ensemble des terres entre celles qu'ils avaient en propriété et en location, par contre, ont été toutes louées par un cousin qui s'installait dans le village, qui a repris la ferme de ses parents, lui, et pour avoir plus grand, loue, en fin de compte, l'ancienne exploitation de mes parents. L'agrandissement, dans le cas de l'histoire qu'on vient d'entendre, c'est le point de vue du cousin. Mais du point de vue de Nicolas et des cédants, c'est un démantèlement. La ferme est scindée en plusieurs morceaux, les terres sont reprises par le cousin, le matériel et les bâtiments sont vendus séparément. Donc ce qu'il y a derrière l'agrandissement, c'est une ferme qui disparaît. Une ferme qui disparaît, c'est donc une autre qui s'agrandit. Mais pas seulement. On a aussi constaté dans plusieurs territoires des disparitions de fermes au profit d'activités non agricoles. Par exemple, dans le pays d'Auge, ce sont les haras, des grands élevages de chevaux destinés aux courses. Ces élevages ont beaucoup d'argent, et c'est donc pour eux pas un problème de racheter des terres et de faire monter les prix, en alignant des montants très élevés. Mais ça peut aussi être comme à côté de Clermont-Ferrand, pour y construire des infrastructures, un lotissement, ou pire encore, un centre commercial. Pouah ! Quelle horreur ! Aujourd'hui, l'artificialisation des sols est un véritable enjeu. Selon l'INSEE, 50 000 hectares agricoles disparaissent par an et sont bétonnés pour de l'étalement urbain et la construction d'infrastructures. Le démantèlement, malheureusement, c'est aussi ça. Bon, il y en a marre des constats pessimistes et ça nous tient à cœur de mettre en lumière des choses un peu plus positives. Et justement, voici l'exact opposé de l'agrandissement, j'ai nommé la restructuration. On parle beaucoup dans la transmission, enfin on parle de plus en plus de la restructuration, en fait, comment à partir d'une ferme existante, on restructure. Florian de Jacquelot, éleveur ovin et conseiller installation au sein de l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural du Calvados. Et c'est assez marrant parce que ici c'est une restructuration, donc on avait une exploitation avec un couple éleveur laitier, et au final, dans la transmission, la ferme s'est restructurée avec 2 nouvelles fermes, une ferme en élevage ovin et puis Clément qui vient de s'installer en paysan boulanger, et puis sur la ferme il y a toujours l'idée d'accueillir une 3e personne, un 3e associé pour plutôt une activité d'élevage. Et puis une autre ferme en élevage laitier, donc qui s'est convertie à l'agriculture biologique. On est parti d'une ferme de taille moyenne classique, où vivait un couple.
Et aujourd'hui, on arrive à 2 fermes avec 3 actifs et demi. Donc en fait, c'est possible de désagrandir les fermes parce qu'une problématique, c'est l'agrandissement. Mais en fait, on peut aussi avoir ces phénomènes inverses de diminution des tailles des fermes et de se retrouver avec une ferme qui tourne bien en élevage bio où il y a un père et un fils et puis sûrement un 3e fils qui va s'installer. Et puis une plus petite ferme où on a un éleveur de brebis, un paysan boulanger et sûrement un 3e associé d'ici 2, 3, 4 ans, quoi. Nous, on voit ça comme un outil, faisant partie intégrante d'une politique plus globale, avec d'autres mesures, qui rendraient plus simple des installations viables sur petite et moyenne surface. Si on fait le bilan, c'est pas très joyeux, mais ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Transmettre sa ferme, c'est très coûteux en temps et en énergie. Il faut trouver un repreneur ou une repreneuse. Ça court pas les rues. Le ou la former pendant une période de parrainage, durant laquelle des visions parfois différentes de l'agriculture et du travail s'entrechoquent. Ces jeunes, quelle bande de fainéants, ils veulent plus bosser. Et enfin négocier un prix, souvent inférieur à celui d'un démantèlement. Déjà qu'on a gagné que des clopinettes toute notre vie et qu'on peut pas compter sur la MSA pour nous donner une bonne retraite. Comment ça se fait que les agricultrices et agriculteurs aient à porter seuls la responsabilité de l'agrandissement des fermes ou de leur difficile transmission ? Ce qu'on a bien compris durant nos 4 mois de terrain, c'est que les transmissions d'exploitation ont urgemment besoin d'être accompagnées par des structures du monde agricole. Ces structures n'ont actuellement pas les moyens de réaliser cette mission, et pour ne rien arranger, elles ne coopèrent pas ensemble pour des raisons politiques. Ça, c'est impardonnable. C'est clair. Au pouvoir public de prendre leurs responsabilités. On rappelle qu'il y a 9 milliards d'euros de PAC chaque année destinés à l'agriculture française et notamment à son renouvellement. Malgré ce constat pas tout à fait positif, on a rencontré beaucoup de gens qui ont décidé de nager à contre-courant, avec comme objectif premier de transmettre leur ferme et à travers elle, leur savoir-faire et leurs valeurs. Peu importe si ça a pris plus d'énergie et plus de temps, parce qu'il y a dans ce métier des liens forts tissés avec les territoires, les paysages et le vivant. Ces liens, des milliers d'agricultrices et d'agriculteurs se battent pour les faire perdurer. Ce sont ces belles histoires qui illustrent pour nous le pouvoir du cédant. Et là, je pense qu'on a vraiment la chance d'être sur des gens exceptionnels qui veulent transmettre leur exploitation. Parce que clairement, quand on a eu les estimations des prix de tout, enfin moi je m'attendais à beaucoup plus que ça, quand ils nous ont annoncé les prix, même les prix des maisons, quoi. Enfin, et eux, en fait, l'argent c'est pas le nerf de la guerre, quoi. Ils veulent transmettre. Ils veulent que les exploitations se pérennisent, mais c'est dans leur... voilà, ils font partie du cinéma associatif de Saint-Pierre-sur-Dive, ils font partie de la MAP, enfin voilà, c'est des gens qui font vivre le territoire et qui veulent que tout le monde s'entende bien et que tout aille bien. Parce que clairement, moi je lui ai dit à Olivier, je dis, tu sais, le labo, tu vends le matériel qui est à l'intérieur, tu vas réussir à le vendre sans problème. Tu rases le labo, tu as 10 hectares autour, une maison de maître, une autre maison, tu vends ça à un haras, tu vends ça 600 000 quoi, sans problème. Il dit non mais tu te rends compte à qui tu parles là, tu crois vraiment que je serais capable de faire ça quoi, enfin,